Bonjour à vous. Alors cette semaine, j'aimerais discuter d'un interdit qu'on peut facilement transgresser, un interdit qui est très grave et qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, que ce soit dans ses affaires ou que ce soit entre amis. Cet interdit, c'est l'interdit de ribit. Ribit, c'est prêter ou emprunter de l'argent avec interdit. Dans la Torah, il a deux appellations, nesher vetarbit, que j'expliquerai plus tard. Cet interdit est tellement grave pour la Torah que la Torah a eu le besoin de répéter cet interdit 6 fois. 6 fois, nous dit la Gemara, pour nous dire que tout celui qui prête de l'argent avec ribit, qui prête de l'argent avec intérêt, transgresserait un interdit de la Torah, transgresserait 6 interdits de la Torah. Mais on ne s'arrête pas là. On n'interdit pas et on ne pénalise pas seulement le prêteur. La Torah ramène encore 2 fois dans un pasouk l'interdit d'emprunter de l'argent avec intérêt. Bien sûr, on pourrait comprendre que le côté capitaliste du prêteur avec intérêt doit être pénalisé. Mais pourquoi est-ce que le prêteur, l'emprunteur, qui lui n'a pas le choix et qui est dans le besoin et qui volontairement aurait préféré ne pas payer ses intérêts, pourquoi est-ce que lui aussi est pénalisé? Mais la Torah nous dit qu'il est doublement pénalisé, lui aussi transgresse 2 interdits. La Torah ne se suffit pas de ces interdits sur l'emprunteur et le prêteur. On va même un peu plus loin. Toute personne qui serait responsable, entre guillemets, de ce prêt, lui aussi est pénalisé. Si par exemple, on a besoin de prendre un avocat pour écrire, pour rédiger un contrat dans lequel on stipulerait un prêt avec intérêt, l'avocat aussi transgresserait un interdit. Si je suis garant sur un prêt avec intérêt, moi aussi je transgresse un interdit. S'il y a des témoins qui vont stipuler sur un shtar, sur le contrat, qu'ils ont été témoins de ce prêt, eux aussi auront transgressé cet interdit de ribit, de prêt avec intérêt. Alors on a tout un groupe de personnes qui sont touchées. Et on peut être, comme je l'ai dit au départ, on peut tous être dans cette situation, soit prêter, soit emprunter, ou soit seulement être garant ou autre pour un prêt avec ribit, avec intérêt. Mais pourquoi est-ce que c'est assourd? C'est le but de ce cours, d'essayer d'expliquer la raison pour laquelle la Torah nous a interdit de prêter de l'argent avec ribit. Pour pouvoir mieux le comprendre, j'aimerais poser quelques questions. On a dans la vie de tous les jours, on a dans notre vie commerciale, on a des moyens de faire de l'argent. Par exemple, l'immobilier. J'ai un bien, je veux le louer. La Torah nous permet de le louer, bien sûr, au prix du marché. Je peux le louer et recevoir sur mon bien autant d'argent que j'aimerais recevoir. Il n'y a aucun problème. Je peux créer une société de location de voitures, louer ce bien et recevoir de l'argent sur ce bien. Il n'y a aucun problème. Ainsi de suite. Tout ce qui est louable, la Torah nous permet de le louer. L'argent, le capital qui est entre mes mains, lui aussi est un bien. Lui aussi est quelque chose qui se loue. Cet argent pourrait, s'il restait chez moi, me permettre de faire des gains, de faire des revachim. Or, puisque tu es dans le besoin, tu me demandes de te le prêter. Quelle différence y aurait-il entre la location d'un bien, qui est permise d'après la Torah, et la location de mon argent qui est interdite par la Torah? Pourquoi est-ce que la Torah nous permet de louer une maison, mais ne nous permet pas de louer notre argent? Quelle différence entre les deux? Pourquoi est-ce que c'est tellement grave? Pourquoi est-ce que tous ceux qui sont associés à ce prêt, on les considère comme une association de malfaiteurs? 6 interdits pour le prêteur, 2 interdits pour l'emprunteur et 1 interdit pour tous ceux qui auraient aidé à ce prêt. Pourquoi est-ce que c'est tellement grave? Première question. Deuxième question, comme je l'ai dit au départ, je comprends aisément que le prêteur qui profite de la situation de l'emprunteur doit être pénalisé. C'est peut-être pas tout à fait équitable de prêter avec un ribit, avec un taux d'intérêt, même s'il n'est pas très élevé. Mais pourquoi est-ce que l'emprunteur, lui qui est dans le besoin, lui qui aurait été d'accord de ne pas payer d'intérêt, pourquoi est-ce que lui aussi est pénalisé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas le choix. Si les rabbanim venaient et auraient crié sur le prêteur et lui aurait dit « Sache que c'est interdit de prêter de l'argent avec intérêt », l'emprunteur aussi se serait ajouté. Et aurait dit, sache que c'est interdit de prêter l'argent avec intérêt. Donc lui ne veut pas transgresser cet interdit. Lui n'est pas intéressé. Lui a tout à perdre à transgresser cet interdit. Pourquoi est-ce que lui aussi est pénalisé? Deuxième question. Troisième et dernière question. Le langage de nesher vetarbit. Dans le pasouk, c'est marqué que prêter de l'argent avec intérêt, c'est considéré comme nesher vetarbit. La Gemara nous dit qu'ils sont indissociables. Dans chaque prêt avec intérêt, il y a nesher et il y a tarbit. Shimshon Raphaël Hirsch explique, nesher, le langage, il est connu, c'est une morsure. Mais pourquoi est-ce qu'on considère prêter de l'argent avec une morsure? C'est d'un point de vue du prêteur. En effet, quand j'ai prêté de l'argent avec intérêt,
Donc, quand je vais percevoir ces intérêts, je vais mordre dans ce qui appartient, ce qui ne m'appartient pas, ce qui appartient à l'emprunteur. Quand je mords dans un sandwich, il va manquer quelque chose dans ce sandwich. Necher, prêter de l'argent avec intérêt, c'est mordre l'emprunteur, c'est lui enlever quelque chose qui lui revient de droit. Le langage tarbit, c'est quelque chose, c'est développement, c'est s'accaparer de quelque chose qui ne te revient pas. C'est quand tu es marbé, quand tu prends quelque chose en plus qui ne te revient pas. Ce langage-là, en fait, vient nous expliquer, du point de vue du prêteur, qu'il a réussi à s'enrichir, à avoir quelque chose de plus. Donc, il a mordu l'emprunteur et il s'est enrichi. Rab Shimshon Raphaël, je pose une question. Pourquoi est-ce qu'on considère le prêteur avec intérêt comme quelqu'un qui a pris quelque chose qui ne lui revenait pas de droit? Cet argent, s'il était resté chez le prêteur, il aurait sûrement fait des fruits, il aurait trouvé un investissement qui lui aurait ramené des gains. Donc, peut-être même qu'il aurait gagné plus en gardant, en conservant cet argent pour lui-même, en utilisant ses propres capitaux. Pourquoi est-ce qu'on considère qu'il s'est enrichi sur le dos de l'autre? Pourquoi est-ce qu'on considère qu'il l'a mordu, qu'il l'a fait perdre? Quand quelqu'un vient emprunter de l'argent, c'est qu'il en a besoin. Cet argent ne va pas dormir, il va sûrement l'utiliser. Le fait que je lui ai donné la possibilité d'utiliser cet argent pour ses besoins, peut-être qu'il a ouvert avec ça une petite affaire, peut-être qu'il a réussi à racheter quelque chose. Donc, s'il a fait des gains, j'en fais partie aussi. Pourquoi est-ce qu'on considère forcément la personne qui a prêté de l'argent comme quelqu'un qui s'accapare quelque chose qui ne lui revient pas de droit? Pourquoi est-ce qu'on le considère comme quelqu'un qui mord l'emprunteur? Rab Shimshon Raphaël Hirsch, en 2 étapes, nous explique l'interdit et la gravité de cet interdit. Premièrement, il nous fait un cours d'économie. Il met face à face ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme et le socialisme. Rab Shimshon Raphaël Hirsch suppose que si on avait permis de prêter de l'argent avec intérêt, on serait arrivé à une situation complexe et impossible de sortir de cette situation. En effet, imaginons que j'ai des capitaux qui peuvent être utilisés pour prêter de l'argent avec intérêt. Je n'ai plus aucune raison de vouloir investir dans le marché. Je peux rester tranquillement chez moi, prêter cet argent et récupérer des dividendes en fin d'année. Donc cet argent va rester chez moi. Je vais avoir la possibilité de m'enrichir beaucoup plus. Le pauvre qui est dans le besoin, lui, n'aura pas d'autre choix que d'emprunter avec intérêt. Il va continuer à s'appauvrir. Ce qui va se passer, c'est que le riche va continuer à s'enrichir, le pauvre va continuer à s'appauvrir. En soi, c'est déjà problématique. Mais ce qui va se passer après ça, c'est que l'écart creusé entre les riches et les pauvres va faire perdre la valeur de ces capitaux. En effet, si le pauvre n'a plus le moyen d'utiliser ou n'a plus le moyen d'acheter ce dont il a besoin, la valeur de l'argent va baisser. Donc cet argent qui existait au départ, ce capital n'aura plus aucune valeur. On va faire face à l'effondrement de la société. Par contre, si on interdit de prêter de l'argent avec intérêt, donc un argent qui dort à la banque, c'est un argent qui ne sert à rien. Tu dois forcément l'injecter sur le marché. On va réussir à associer la force ouvrière et les capitaux. Le fait de réussir à de créer cette association entre l'argent et l'ouvrier, entre l'argent et le travail, on va réussir à développer la société, on va réussir à conserver la valeur de l'argent et à donner aux pauvres la possibilité de s'enrichir. Comme je l'ai dit au départ, capitalisme et socialisme. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, les banques centrales font leur évaluation. Quand il y a besoin d'injecter des capitaux sur le marché, on baisse les taux d'intérêt. Quand il n'y a plus besoin d'injecter ces capitaux sur le marché ou que le marché est inondé d'argent, on va tout de suite augmenter les taux d'intérêt pour conserver la valeur de l'argent. Ça peut nous aider à comprendre un petit peu l'interdit de prêter de l'argent avec Ribit, mais c'est seulement en mode social. En effet, de jouer avec ces taux d'intérêt, c'est seulement quelque chose qui est dans l'intérêt de la société, mais qui ne va pas nous amener à nous transformer, nous en tant qu'hommes, mais plutôt à avoir une gestion générale de la société. Le seul intérêt qui est recherché, c'est que la valeur de l'argent soit conservée, que les pauvres s'enrichissent un peu plus, que les riches s'enrichissent un peu moins, mais en fin de compte, on va conserver un équilibre. Est-ce que les hommes seront de meilleure qualité? Non. On aura gardé quelque chose dans la société, on aura réussi à créer un équilibre, on va garder la valeur de l'argent, et c'est la seule chose qui nous intéresse. Rab Shimshon Raphaël Hirsch nous dit que bien sûr, la Torah ne s'arrête pas là. La Torah va un peu plus loin. La Torah attend de l'homme de devenir quelque chose de supérieur, de comprendre qu'il est là avec un but précis. Et la chose qui le fait avancer dans cette vision, c'est de vivre 24 heures sur 24 constamment, avec le sentiment que toute sa vie ici sur Terre dépend de Hachem, que tout ce qu'il a dépend de Hachem. Le premier problème, le premier obstacle avec ce ressenti
de dépendance d'Hachem, c'est justement quand on a de l'argent, quand on a réussi à travailler et qu'à la sueur de son front, on a réussi à créer un capital. On est persuadé on est nous-mêmes les créateurs de cet argent, on est donc nous-mêmes les propriétaires de cet argent et on est donc ceux qui vont décider à quoi cet argent sert. L'interdit de rébit dans la Torah commence par « Im kesef talvetami et animach ». Si jamais quelqu'un, un de tes amis ou quelqu'un qui est dans le besoin, a besoin d'avoir une aide financière, prête-lui de l'argent. Ne lui donne pas de l'argent, prête-lui de l'argent. En effet, faire la tzedaka, c'est très bien, mais si tu peux le remettre sur pied, c'est encore mieux. Donc on a l'obligation de prêter cet argent. Hachem vient avec un message et nous dit, sache que si tu veux vivre avec proximité, si tu veux avoir le ressenti que je suis tout le temps là, sache que cet argent, c'est moi qui te l'ai donné. Tu n'es pas propriétaire de cet argent. La preuve, tu veux vivre avec ce sentiment, tu veux me prouver que tu vis de cette manière, sache que ton argent m'appartient, moi Hachem. Et si jamais quelqu'un est dans le besoin, moi Hachem, je pense que le bien à faire, c'est de lui prêter cet argent. Donc cet argent ne t'appartient pas. Cet argent, il est seulement en dépôt. Cet argent, tu dois l'utiliser par rapport à ce que Hachem définit comme étant le bien absolu. Et le bien absolu, c'est d'aider les gens autour de toi. Tu vas gagner deux choses. Bien sûr, tu vas réussir à développer tout ce qui est, en termes de société, égalité, bien sûr. Mais chez toi-même, le sentiment que cet argent ne m'appartient pas alors que je peux l'investir et gagner de l'argent, on te dit non. Si tu as la possibilité, si quelqu'un est dans le besoin, tu dois le prêter. Et sans intérêt, ça va créer chez toi ce sentiment que cet argent ne t'appartient pas. Donc en vérité, cet argent, il est seulement en dépôt. En vérité, cet argent, il est seulement là pour faire le bien et pour te faire ressentir que tu dois être proche d'Hachem et vivre avec l'idée et le sentiment que cet argent ne t'appartient pas. À partir du moment où on aura accepté cette idée, on n'aura plus aucune question sur l'interdit de rébit. La première question qu'on a posée, c'est pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de louer un appartement, de louer une voiture, mais on n'aurait pas le droit de louer notre argent. Réponse, l'argent ne t'appartient pas, l'argent n'est pas le tien. Pour bien comprendre la différence entre une location d'argent et une location de maison, on va prendre deux exemples très simples. Quand je loue une maison, j'ai pas le droit de casser un mur, d'ouvrir une fenêtre au sens construction. J'ai pas le droit de refaire la peinture avec une autre couleur. J'ai pas le droit, beaucoup de choses. Je n'ai pas le droit d'utiliser la maison d'une manière qui pourrait la changer. Pourquoi? Parce que la maison est encore la propriété de son propriétaire. J'ai seulement un droit d'utilisation. Pareil pour une voiture. Si j'ai loué une voiture et on m'a précisé que cette voiture ne pouvait pas rouler, par exemple, dans le désert, je n'ai pas le droit d'aller et d'essayer de voir si elle peut rouler dans le désert. Par contre, quand j'emprunte de l'argent, j'ai le droit de faire ce que je veux avec. Comme nous dit la Gemara, milve l'otsan itna, l'argent qui a été prêté a été donné pour être dépensé, pour être utilisé. Tu ne peux pas me limiter dans mon utilisation. Donc, l'argent qui a été prêté, puisqu'il est la propriété d'Hachem, Hachem me fait don de cet argent, je l'utilise comme je veux. Bien sûr, j'ai l'obligation de rendre la valeur de cet argent, évidemment. Mais l'argent en soi, physiquement, n'appartient pas au prêteur. Il appartient à Hachem et Hachem me l'a donné, j'ai le droit d'utiliser. Donc, quand je perçois une location sur un appartement, c'est normal, c'est ma propriété, c'est normal que je reçoive quelque chose sur cette propriété. Par contre, quand je perçois de l'argent sur une location d'argent, mais cet argent ne t'appartient pas, puisque Hachem a décidé que cet argent doit être prêté, puisque Hachem te dit, il faut que tu aies avec le sentiment qu'il ne t'appartient pas. S'il ne t'appartient pas, pourquoi est-ce que tu touches un pourcentage? Pourquoi est-ce que tu touches un rébit? Pourquoi est-ce que tu touches des dividendes sur cet argent? Rien ne t'appartient pas. Donc on peut comprendre la différence entre location de maison et location d'argent. On peut aussi comprendre pourquoi est-ce que le prêteur lui aussi est pénalisé alors qu'il ne veut pas payer ce rébit. Quand le prêteur est d'accord de payer une location sur l'argent, ça voudrait dire qu'il pense que cet argent béhémeth appartient à l'emprunteur. Et ça, c'est contraire à la ça c'est contraire à Hachem. Si tu crois vraiment qu'Hachem pense que cet argent te revient de droit, il doit être prêté, alors tu ne dois pas payer, tu ne dois pas être d'accord de payer un rébit, de payer un pourcentage pour la location de cet argent. Si jamais tu es d'accord de payer ce pourcentage, ça voudrait dire que tu dis à Hachem, non Hachem, tu n'es pas propriétaire de l'argent. Il y a beaucoup de choses que tu fais, mais l'argent, tu n'es pas propriétaire. Tu es pénalisé à partir du moment où tu penses que Hachem n'est pas propriétaire de cet argent. Pourquoi est-ce que le ribit s'appelle Nesher Vetarbit, mordre et développer son argent sans aucune atzedaka, sans aucune raison véridique? Tout simplement parce que cet argent n'est pas le tien. Donc tu n'as pas le droit d'encaisser de l'argent sur cet argent.
Quand tu prends de l'argent sur cet argent, tu mords la personne qui est en face. Tu prends quelque chose qui ne te revient pas de droit. Quand tu toi-même as réussi à développer ton capital grâce au ribit, tu as développé ton argent alors que tu as développé tes biens alors que tu n'avais pas le droit de le faire. Zenikan neshech vetarbit. Ça s'appelle prêter. Ça s'appelle prêter de l'argent avec intérêt. L'interdit de prêter de l'argent avec intérêt, ça n'est pas seulement une vision capitaliste ou socialiste, bien sûr. C'est pas ça la raison. Pourquoi est-ce que c'est pas ça la raison? Parce que c'est tout le temps interdit. C'est tout le temps interdit. C'est pas seulement par rapport aux intérêts du marché. Ce qu'on veut que tu comprennes quand tu as interdit de prêter de l'argent avec ribit, c'est que tu dois prêter cet argent. C'est que tu dois l'utiliser à bon escient. C'est que tu dois comprendre que cet argent ne te revient pas de droit. À partir du moment où tu as compris que cet argent ne te revient pas de droit et que tu comprends qu'en fait, le but de cet argent, c'est qu'il soit là pour aider les autres, tu comprendras aussi qu'il est interdit de prêter de l'argent avec ribit. Alors c'est dans l'intérêt de tous de connaître ces halakhot parce que c'est des halakhot qui sont compliqués. On peut rencontrer ce genre de problème dans n'importe quelle situation. On va chez un voisin et on lui demande de nous prêter 1 kilo de farine. On peut rentrer dans une situation de ribit. Les halakhot de ribit sont très 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 longues. Je vous conseille d'avoir un rav avec chez qui vous pouvez demander ces halakhot ou d'essayer de les apprendre. Be'atzlacha à tous, Shavua Tov et merci beaucoup.